Bene, buonasera a tutti. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette rencontre intitulée « Pourquoi mai 68 ? Questions venues de l'histoire ». Je remercie tout de suite nos invités. À ma droite, le professeur Maria Bocci, professeur attitré d'histoire contemporaine à l'Université catholique de Milan. Et Mario Calabresi, directeur du quotidien italien La Repubblica. Bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et j'en viens tout de suite à notre thème d'aujourd'hui. La première partie de la rencontre sera une question au professeur Bocci pour qu'elle nous aide à entrer dans les contenus historiques de l'exposition que beaucoup d'entre vous, au cours de ces jours, avaient pu visiter. Une exposition intitulée « Nous voulons tous 1968-2018 ». Nous voulons tout, pardon. Nous demanderons également au professeur de nous expliquer comment s'est déroulé le travail qu'elle a réalisé, un travail avec des chercheurs universitaires qui ont conduit à l'exposition que vous avez vue. Dans une deuxième partie, je demanderai au directeur Calabresi de réagir à un certain nombre d'interrogations nées parmi ceux qui ont travaillé à l'exposition au fil de ces mois, des questions, des interrogations qui proviennent de l'histoire, mais, comme le dit le titre de cette rencontre, interrogent aussi notre présent. Donc je cède tout de suite la parole au professeur Bocci. Grazie. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous remercie parce que vous avez fait l'effort d'être ici ce soir. En tant qu'amateur du meeting, je sais ce que ça veut dire. Et surtout, vous avez fait l'effort incroyable à dire de venir réfléchir avec nous sur un petit morceau d'histoire, sur un morceau de notre histoire, chose qui n'est pas gagnée. Pourquoi le mai 68, 1968 ? Pourquoi on a voulu que cette rencontre s'intitule de cette manière ? Pourquoi amener le 1968 au meeting quand, avec Francesco Manni, Marta Busani et les autres collaborateurs de l'exposition, on a commencé déjà il y a un an ce travail. J'ai tout de suite dit ce n'est vraiment pas gagné de parler de 1968 et proposer cela au meeting. Pourquoi ? Je veux enlever tout de suite en doute la réponse. Ce n'est pas parce que c'est l'anniversaire de l'année 1968. En faisant le travail d'une personne qui étudie l'histoire, je vous assure que les anniversaires sont un peu comme un cauchemar qui conditionne même trop notre travail. Ce n'est pas à cause de cela. Les anniversaires parfois sont importants, mais ils nous font réfléchir, mais c'est pour autre chose. Je veux partir de cette question, et ce n'est pas pour rien le fait que je l'ai mise au centre de notre rencontre. Je veux partir par une constatation que, en tant que professeur d'histoire et en rencontrant beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, surtout en rencontrant, en remerciant Dieu depuis tous les jours, en rencontrant tous les jeunes qui ont travaillé pour réaliser cette exposition, je veux parler d'une constatation dont je me suis aperçu, d'un constat dont je me suis aperçu que le mai 1968, c'est un mythe très puissant qui provoque un mythe qui donne du charme. Un charme qui pour nous, les adultes, moi je suis né un peu avant le 1968, mais on a
on est passé par là, nous, les générations de la fin des années 90 et les débuts des années 80, on s'est fait une certaine idée de ça, et surtout pour ceux qui l'ont vécu comme une brève phase, mais très significative pour sa propre vie. Moi, en revanche, je suis parti par le fait que c'est quelque chose pour nos jeunes, et ça frappe encore plus qu'autre chose, parce que pour nos jeunes, ce n'est pas si facile de se laisser fasciner par un mythe qui vient de l'histoire, au moins pour les générations d'aujourd'hui. C'est un mythe qui représente aussi les jeunes qui n'en connaissent rien. Et je dirais, de ceux qui ont travaillé avec nous pour réaliser cette exposition, ils ne savaient rien de cela. C'était une époque lointaine mais séduisante. Ce parcours expositif, qu'en réalité, beaucoup d'entre vous qui ont vu ceci, n'est pas vraiment sur le 1968. Nous, on le dit sur ça. Nous voulons tout. Même si là, ce n'est pas un titre au hasard. Nous voulons tout, au moins pour moi, le but pour moi c'était comme ça. Cela naît de la tentative de dépasser les frontières de ce mythe pour se confronter avec le phénomène historique de l'année 1968. Le premier objectif, en ce qui me concerne, c'était et ce n'était pas un objectif trop différent de ce que j'essaie d'avoir quand je fais mes cours, c'est de donner une perspective plausible aux yeux des jeunes qui le voient comme un phénomène fascinant et provoquant. Pourquoi cela? Pourquoi je me suis demandé cela? Pourquoi pour les jeunes, ce n'est pas un objet historique quiconque? Ça ne veut pas dire comme étudier la guerre froide, Mussolini, Lénine. Parce que, au contraire, pour mes générations, pour nous qui on était jeunes dans les années 1900, ça c'était une chose vraiment fascinante, vraiment absolument fascinante, terriblement, mais fascinante. Pour mes étudiants, ce n'est pas la même chose. Étudier Mussolini, ce n'est pas la même chose que pour mes générations à moi. L'année 1968 n'est pas ainsi pour eux. C'est là une chose qui brille, un éclat qui donne la possibilité de se mettre à la place de cette période. Mais comment ça se fait que je me suis demandé cela? Et j'ai trouvé des raisons très différentes, des raisons qui provoquent plutôt les générations adultes, ma génération à moi, en pensant aussi à ceux que l'année 1968 a provoqué, a causé après comme le 1970. Le 1968, qu'est-ce qu'il a été? Qu'est-ce qu'il a provoqué? Même pour nous, qu'on ne l'a pas vécu. On est grandi avec l'année 1968. Ça a été les symboles de rémotion de père, d'autodétermination. Ensuite, des politisations extrêmes et donc de lutte, de se mettre d'un côté et ensuite de l'autre, de lutte avec la police, de villes envahissées par des rebelles, intolérance mutuelle jusqu'aux guerres de villes que même les personnes âgées se rappellent. Ce n'est pas cela qui fait réfléchir les jeunes qui ont réalisé cette exposition. Il faut qu'on leur dise ce type de choses. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas acquis. Et ce n'est même pas l'un des problèmes les plus grands, l'année 1968, dont ce matin on a parlé, les consommismes. Nos jeunes ne s'aperçoivent même plus de vivre
à côté d'une société consummistique. Le point principal, c'était d'être tout dans un mot. Le mot-clé, c'était changement. Pour eux, mais peut-être qu'ils vont me corriger, mais le beau de cette histoire, c'est vraiment d'être dans un dialogue avec cela. Et en rencontrant vous qui venez à cette exposition, on rencontre des choses qu'on n'imaginait même pas. Mais changement, le changement, il me semblait que ce mot puisse résumer bien la force de provocation, surtout pour les jeunes générations. Et il faut que je vous dise aussi que peut-être je n'aurais pas accepté l'invitation de Francesco Magni et Marta Busani qui m'ont amené par ici dans cette aventure plein d'imprévus si je n'avais pas perçu cet intérêt de mes jeunes interlocuteurs. S'occuper en clé historique du sujet signifie de commencer à fournir des outils, des instruments pour se confronter sérieusement sur le mythe qui fascine, pour le déstructurer, pour le diviser. Je suis persuadé que les meetings ne font pas bien. Donc, depuis l'histoire nous vient une aide. Je me suis aventuré dans une année pleine de confrontations, de dialogues, même animé, par exemple, entre les soigneurs de l'exposition, les réalisateurs, pardon. Et donc, la nécessité de comprendre ce que les autres disaient, comprendre ce que c'était vraiment utile à dire dans le contexte du meeting de Rimini. Voilà, je me suis aventuré durant cette année au meeting parce que j'ai vérifié que le sujet de l'année 1968 a la capacité d'aller jusqu'au fond, de niveau même existentiel. Par exemple, ce que Aldo Brandirali disait ce matin, disait que c'est vraiment une question énorme affronter le mot changement dans l'année 1968. Et ça veut dire beaucoup de choses pour les jeunes. Cela a beaucoup de signification, beaucoup de sens. C'est comme s'il y avait des strates qui nous amenaient tout le temps, petit à petit, toujours plus. Et à la fin des expositions, de l'exposition, j'ai vu des jeunes qui expliquaient l'exposition d'histoire aux gens qui avaient déjà vécu des choses dans le passé et n'étaient vraiment pas contents, jamais contents pour le fait d'aller vouloir toujours aller jusqu'au fond des questions. C'est une inspiration, parfois une prétention, une implication personnelle qui va sur beaucoup de choses, comme l'université, sur les cours. Brandirali, ce matin, disait, mais quelle est la signification, le sens des études, d'étudier? Et nos jeunes ont vraiment à cœur cette question. Et donc, le rapport avec les professeurs, le travail dans les consultes et dans les représentations d'étudiants. Beaucoup d'entre eux sont arrivés dans l'année 1968 parce qu'ils travaillent dans des manifestations d'étudiants. Et mais il y a aussi d'autres problèmes, le problème du pays, les drames collectifs, les drames individuels. En résumant, avec un autre mot, je dirais monde. Le monde, le changement du monde, en partant de moi-même, en partant de mon université, mais en partant aussi de cela qui m'entoure. Le monde, cette dimension qui est typiquement de l'année 1968 et qui se noue avec la volonté des changements et donc même pour les jeunes qui ont travaillé avec nous aujourd'hui. Il est vrai aussi que pour certains d'entre eux, quand ils ont étudié des faits d'il y a 50 ans, ils les lisaient comme si c'était des faits d'aujourd'hui. Et donc ça a été nécessaire, sûrement, un travail d'approfondissement pour leur faire comprendre que le temps est passé et il n'y a pas une vraie correspondance entre les deux époques. Mais étant donné l'enjeu, avoir ce défi et se mettre
à fond sur cela, se mettre ensemble avec les jeunes et travailler avec le collaborateur, ça a été une occasion très précieuse qui a changé notre année universitaire et qui s'est montré une vraie raison, une véritable raison pour se mettre sur ce type de travail. Je vous disais changement, ce mot qui nous met immédiatement en connexion avec l'année 1968, après l'avoir thématisé avec l'esprit de ces jeunes que je connais, qui veulent des changements, qui en veulent beaucoup. Quand on commence à réfléchir, il naissent beaucoup de questions très, très engageantes. Que signifie changement? Vers où on voudrait aller? Comment faisons-nous pour aller vers ce changement? Qui guide-nous? Qu'est-ce devrait changer? Quels sont les outils pour changer? Et ensuite, l'autre question, mais qui est capable de changer? Et c'est une question qui va encore à fond de l'âme humaine. Vous voyez, ce n'est pas gagné de soutenir le poids de ces questions. Ce sont des questions qui proviennent de l'année 1968, mais qui caractérisent en particulier notre temps. Comme on sait tous que c'est vraiment un temps très difficile. Tout d'abord, ce discours nous amène envers d'autres problèmes, d'autres mots, parce que les dimensions du changement vécues et désirées par les générations d'autres temps, d'autrefois, et c'est peut-être le deuxième élément avec lequel nos jeunes se confrontent, étaient globaux. Les jeunes des années 60 sont émergés comme une catégorie sociale qui pouvait aller toute seule, qui se distinguait par ses propres goûts dans tout le monde occidental, pas seulement cela. Les jeunes des années 60, vous pouvez le voir si vous êtes passé par l'exposition, ils ont acquis une dimension planétaire. Et malgré les différences qu'il y a entre un jeune de Prague ou de Varsovie, ou la vie d'un jeune de Paris ou de Milan ou des universités du Japon, mais ça existe, les jeunes de l'époque. C'est peut-être la première génération de jeunes globalisés de l'histoire à vivre ce type de changement. Même de ce point de vue, les jeunes aujourd'hui s'interrogent beaucoup et je voudrais rappeler ce qu'une fille de ce type de réalisateur se demandait. Mais comment c'est possible que les jeunes de l'époque ne dormaient pas bien en pensant à une guerre qui se trouvait de l'autre côté du monde? Dans l'autre côté du monde, pardon. Ça ne nous arrive pas la même chose aujourd'hui. Et ça veut dire aujourd'hui, on parle des jeunes qui sont connectés aujourd'hui dans notre époque. Cette fille réagissait avec une ouverture très, très, très incroyable, comme les jeunes de l'autre époque. Et même pour eux, ça rendait ce type de des lieux qui étouffaient. Et donc, depuis l'année 1968, il y a toute une série de questions sur le rôle que les jeunes peuvent et veulent avoir dans le monde, sur lequel ils peuvent en être les interlocuteurs, les acteurs. Et ça représente un problème de cette année 1968. Mais quels interlocuteurs il y a face à nos jeunes? Je suis resté très frappé, je l'ai dit à tous ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin, parce qu'il racontait comme un garçon de 13 ou 19 ans décide de devenir terroriste. Mais comment cela peut être possible? Parce que 13 ans, c'est rien, il est jeune, 19 ans aussi. Et ça interroge beaucoup. Mais en tant qu'éducateur, adulte, en tant que gens qui regardent, qui ont toujours à travailler avec des jeunes. Donc, qui sont les interlocuteurs de ce type, comme les personnes de 1968 étaient avant?
s'il était croyable ou pas, on ne l'a pas distingué entre les gens qui nous ont tentés et les gens qui ne nous ont pas tentés. La voie était et est maintenant difficile, tumultueuse, même de ce point de vue. Et donc, quel chemin voulons-nous parcourir? Parce qu'à partir de l'année 1968, il y a le marxisme, le troisième mondialisme, ce qu'on voit dans l'exposition. Il n'y a plus dans les cartes signalétiques ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, ce sont des questions difficiles parce que ça manque aussi les références, vraiment les instruments théoriques pour comprendre les instruments de l'autre époque. Ce n'est pas facile d'expliquer ce qui était le marxisme et le tiers mondialisme. C'est une question brûlante. Ça représente souvent... Je suis en train maintenant de penser à mes salles pleines, mes classes pleines de l'université catholique, mais souvent, quand ces jeunes parlent, on a l'impression qu'ils vivent dans le vide. Il n'y a pas d'estrade derrière nous et devant nous. C'est un vide qui est épouvant, qui me perd parce qu'il n'y a pas de points cardinaux. Et sous ce point de vue, les différences avec l'année 1968 sont vraiment énormes. Mais l'année 1968 est vraiment au centre de ça parce que le poids du passé, de ceux qui vraiment transmettaient les valeurs, est allé dans le vide d'aujourd'hui. Pour beaucoup d'entre eux, un vide qui est aujourd'hui. Il y aurait beaucoup de choses qui ont fasciné nos jeunes. Et je veux en citer une, parce que vous allez la trouver beaucoup dans l'exposition. Et quelqu'un, quand il a vu l'exposition, il a dit « Vous êtes obsédé, par cette instance. » Peut-être c'est vrai. L'instance est authenticité. Le désir d'authenticité que les jeunes de 1960 ont exprimé à travers beaucoup de formes. Et vous avez raison quand vous dites que la deuxième section de l'exposition se déroule sur cela. Il est vrai, parce que la chose qui a frappé le plus nos jeunes, dans ce désir d'authenticité, on peut reconnaître, ils peuvent se reconnaître. Et cela est devenu le mot-clé, la chose clé de tous ces parcours. Ça a été un choix. On aurait pu en faire beaucoup d'autres, mais on a fait cela. Et je vous dis ça parce que quand on a commencé avec ce type de travail, moi, personnellement, j'avais pris un autre type de choix. Durant un an de travail, ils sont produits beaucoup d'événements. Tout est parti comme subordonner les différents. On avait, nos collaborateurs et moi, des problèmes. Nous, on voulait étudier avec ce que le pape François appelle changement d'époque. Persuadé que l'année 1968 n'est vraiment pas dans l'origine des changements d'époque, mais ça a été vraiment un détonateur du changement d'époque. On voulait développer, par exemple, plus la partie finale, les conséquences, la soi-disant mutation anthropologique. Mais les jeunes allaient vers autre chose. Donc notre exposition, je me rends vraiment compte, c'est le fruit dans ce parler mutuel. Parce qu'à un certain moment, on s'est rencontrés, on a un peu discuté entre nous et on s'est affrontés. Et je crois que l'un des résultats les meilleurs, c'est qu'en se parlant, en s'affrontant, même entre nous, les interlocuteurs, nous, les réalisateurs, on s'enrichit beaucoup. Parce que l'autre peut te faire voir la chose comme tu l'as jamais vue. Et cela a été vraiment une possibilité énorme, se mettre en discussion entre nous tous. Comme Don Milani disait aussi, et il a cité aussi une prof de lettres pour le manifeste de l'année 1968, on est entré dans cette année avec ce... Je m'intéresse à cela. Et on a donné de l'espace aux intérêts des jeunes parce qu'on croit que c'est vraiment une voie privilégiée pour l'apprentissage. Mais d'autre côté, il faut qu'on se mette à fond sur ce « je m'intéresse », sur cela. On peut s'apercevoir qu'on découvre d'autres « je m'intéresse » en allant à fond de cette recherche. Et
cela peut purifier, cela peut faire sortir à la lumière d'autres choses plus utiles, intéressantes aussi. Et que le chemin des connaissances fait ensemble, fait aussi avec des professeurs, avec des enseignants qui nous ont aidés, peut être utile, peut donner lumière à quelque chose que tu n'avais pas pensé encore. Et je veux dire que tout cela, je voulais dire tout cela avec le mot d'une fille qui nous a vraiment aidés. Elle s'appelle Margherita. J'espère qu'elle m'excuse. Elle savait que je la citais. Et qu'à la fin de ce travail, elle écrit ainsi. L'histoire est vraiment folle. Parce qu'elle aide vraiment. Oui. J'ai compris maintenant, les questions ont augmenté. Même les questions qui concernent, non seulement les questions qui concernent cette période, mais aussi maintenant. L'exposition naît du désir de mieux comprendre maintenant. Mais ce serait faux d'essayer de chercher dans le passé la réponse, la solution au problème d'aujourd'hui. Toutefois, le dialogue entre le passé et le présent est inévitable. Même ne serait-ce simplement que parce que les messages que j'ai lus, ou en voyant les vidéos que j'ai vues, parce que Margherita en a vu beaucoup, face aux jeunes qui se sentaient opprimés par leur société, je me dis, mais est-ce que cela c'est vrai aujourd'hui pour moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'opprime? Qu'est-ce qui m'oppresse? Qu'est-ce qui me libère? Qu'est-ce qui libère? C'est véritablement un défi important, celui-là, qui n'a rien de simple. Donc, l'exposition évolue sur ces deux rails, en tenant en compte la nécessité de fournir des interprétations, à la fois comprendre mieux qui nous sommes et ce que nous voulons. Vous avez vu que l'exposition s'articule dans différentes étapes que je vais résumer brièvement. Et à la fin, il y a une vidéo finale qui veut offrir des réflexions qui nous semblent intéressantes et avec lesquelles nous voulions nous confronter. Vous avez vu que notre hypothèse est celle que la période de 68 est longue. Elle commence avec le boom économique. Pourquoi cela? Parce que les acteurs des actions de 68 sont les jeunes qui, pour la première fois, vivent dans un monde qui découvre le bien-être. Ça, c'est un état de fait qui est incroyable dans l'histoire. Parce que ceux qui font la révolution, ce ne sont pas des jeunes qui ont vécu les frustrations de leur père. Ils sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils ont eu accès à des instruments d'éducation, d'instruction, des manières de connaître le monde que leur père n'avait pas. Donc, la protestation ne naît pas de la pauvreté, absolument pas. Ou en tout cas, pas pour tous. En tout cas, pas pour tous les jeunes de la petite et moyenne bourgeoisie qui sont les étudiants et qui seront les principaux acteurs des événements de 68. Pourquoi entrent-ils en rébellion? À l'origine de tout cela, il y a sans doute la promesse de la société du bien-être. Les désirs peuvent et doivent être satisfaits, et même la liberté est activée par les biens de consommation. Elle peut presque être achetée. Donc, la société de consommation fait croire que le bonheur est possible pour ceux qui veulent se réaliser et pour ceux qui veulent accomplir les relations humaines et affectives qu'ils ont. Donc la rébellion des jeunes face à la société se manifeste à travers des phénomènes qui exposent des malaises sociaux et qui remettent en question les promesses que les générations adultes auxquelles les générations adultes semblent croire. Mai 68, ou la contestation des années 60, ce serait plus exact, veut mettre à l'épreuve un système de valeurs, pour utiliser les mots d'Augusto Del Noce, qui semble voir le bien-être comme un but en soi. En réalité, ce monde bourgeois, et les jeunes de mai 68 le disent en utilisant les termes de Marcuse,
sert à homologuer les personnes en réduisant leurs désirs, en les consommant, en renforçant le conformisme du monde des adultes, desquels les jeunes des années 60 voudraient s'affranchir. Donc, on a donné beaucoup de place au cri de protestation de ces jeunes, qui n'est pas encore marqué par les dérives idéologiques des années 68. Nos jeunes se sont reconnus dans le jeune Mario Savio, les étudiants des universités américaines qui commencent à se rebeller entre 62 et 64 et qui posent des questions très fortes. Qu'est-ce qui est vraiment important? Peut-on vivre dans un monde meilleur? Si on voulait changer la société, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Et vous trouverez ici toute une série de questions, l'effondrement du mythe américain, la crise de la gauche jeune, la jeunesse catholique dans tout l'Occident, une crise qui a alimenté de manière très forte la contestation jeune et les événements de 68. Et toutes ces questions qui ont à voir avec tous les tourments du monde, le Vietnam, le racisme, l'Amérique latine, le néocolonialisme, les chars armés du pacte de Varsovie, les persécutions au-delà du rideau de fer, les révolutions dans le monde. À un moment donné, se dégage le cœur de l'exposition, c'est-à-dire la crise de la tradition, à la fois celle qui est incarnée par les valeurs religieuses et en même temps l'ancienne interprétation marxiste qu'adopte encore l'ancienne gauche. Vous trouverez aussi, et je vais très vite pour parler des 5 sections de l'exposition, la crise scolaire de l'université, l'entrée en crise de tous les organismes d'éducation, l'accusation que les jeunes, dès la moitié des années 60, font envers leurs professeurs, leur autoritarisme, cette question de l'intérêt personnel dont nous parlions tout à l'heure. Donc, tous les problèmes qui concernent l'université de masse, la crise des représentations étudiantes, et tout cela débouche vers les événements de 68, y compris l'aspect oriental. Et je remercie beaucoup pour Russie chrétienne qui nous a aidés à suivre cette partie de l'exposition. Les assemblées, la contre-culture, tous les aspects que vous connaissez et que vous trouverez dans cette exposition. Jusqu'à ce qui nous a semblé être une dérive intolérante à la fin, la polarisation du conflit, mais aussi la rupture avec la bourgeoisie à travers la révolution sexuelle, qui est peut-être ce qui marque le plus le changement d'époque. Ceux qui ont vu l'exposition savent que le bilan final est très léger, c'est une sorte de clair-obscur, c'est juste une allusion. La victoire du subjectivisme, de l'individualisme, l'évaporation du père, la recherche douloureuse et parfois exaspérée de personnes d'autorité qui puissent nous aider. Mais nous concluons de façon un peu différente, et c'est avec cela que je conclus, en relançant les provocations que les étudiants d'aujourd'hui ont aperçues dans la contestation de la jeunesse et qui nous semblent aujourd'hui encore, à la moitié de ce meeting, une voie encore entièrement explorée. Je vais citer encore Margherita qui dit « Après avoir rencontré une personne qui a vécu les événements de 68, puisque nos jeunes en ont rencontré, je me demande souvent ce que signifie de changer le monde et comment on le fait. J'ai été éberluée en voyant un témoin qui disait que changer le monde, en perdant soi-même, ce n'était pas changer le monde, mais c'est perdre du temps. Alors la question devient vitale et c'est encore le contenu de dialogue, de débat, et qui remettent au centre ce désir d'authenticité, de liberté, la contestation à souligner. Même si je ressens la proportion des résultats de 68 et la proportion avec laquelle aujourd'hui nous vivons ces questions.
Donc ce qui nous reste, ce sont ces questions qui ont à voir avec notre soif de bien-être, de bonheur et du défi de trouver des chemins pour permettre à tous de mieux vivre et de partager un destin commun. Ces questions ne nous laissent pas en paix, nous ne voulons pas les étouffer. Et c'est pour cela que nous avons voulu non seulement montrer ce que nous avons compris des événements de 68, il n'y aura pas de résumé, vous verrez qu'il manque beaucoup de choses, mais nous avons voulu faire de notre exposition une introduction, un stimulus pour les personnes, comme la personne que nous avons aujourd'hui ici, qui ont des choses à dire sur ces thèmes dont nous avons parlé aujourd'hui, qui n'ont pas perdu leur portée. Bien entendu, ce que nous avons étudié ne suffit pas pour répondre à ces questions, de même que ne suffisent pas les réponses préécrites. Mais nous avons tout de même un doute, à savoir que les acteurs des événements de 68, avec leur impatience, nous la voyons immédiatement, mais qu'ils ont fait un pas erroné. Nous croyons, et c'est notre expérience quotidienne, qu'il faut faire un travail difficile de vérification qui durera probablement longtemps. Il nous faudra peut-être toute la vie. Comme nous l'avons conclu dans notre exposition, nous sommes tous impliqués. Personne n'est exempté de ce travail. Et donc, nous voulons vous rencontrer tous et toutes les personnes qui sont au travail avec nous. Je vous remercie. Le professeur Bocci a conclu son intervention en rappelant certaines questions des jeunes d'hier et d'aujourd'hui. Des questions que je repose au directeur Calabresi, directeur du journal La Repubblica. Première question, que signifie pour vous, à partir de votre expérience humaine et professionnelle, contribuer au changement du monde? Qu'est-ce qui construit vraiment la société dans laquelle nous vivons? Ou bien, d'une autre manière, quelle contribution peuvent apporter les jeunes en matière de changement? Et que diriez-vous aux jeunes qui ne sentent pas cette exigence? Des jeunes qui restent fermés, isolés dans leur petit monde. Alors, pour commencer, bonsoir à tous. Après 4 questions, on se rend et on sort. Donc je vous remercie, je vous dis au revoir. Alors je veux commencer par dire quelque chose. Je suis très heureux d'être ici. Et d'être ici, si on m'avait demandé de venir parler des événements de 68, j'aurais été mal à l'aise. Parce que comme le disait le professeur Bocci, on en a un peu assez de parler des anniversaires. Mais l'idée d'échanger avec un public de jeunes, des défis qui ont été ceux de l'époque et de ceux qui sont ceux d'aujourd'hui est très intéressant. En venant ici, je pensais à Sergio Marchionne. Je le connaissais très bien parce que j'étais directeur du journal La Stampa qui appartenait à Fiat. Sergio Marchionne était le directeur de la Fiat qui est mort récemment. Et je me rappelle que je lui ai parlé et il était totalement envoûté par le meeting une semaine après y avoir été. Il pensait vivre dans un pays où les jeunes sont sans éclair dans les yeux. Et il dit, là, j'ai trouvé une énergie de jeunes incroyable. Et il disait, j'espère qu'ils vont m'inventer un nouveau, parce que pour ceux qui le connaissent, le sortir de son bureau, c'était vraiment difficile. Donc je suis venue ici et j'ai revu cela et j'ai réentendu cela. Donc partons de l'époque. En venant ici, aujourd'hui, j'étais dans le train et j'ai téléphoné à une sœur de ma mère, qui est plus âgée, qui s'appelle Mirella, qui a été médecin toute sa vie. Elle est actuellement à la retraite.
et qui a participé à la genèse des années 68, qui s'est faite en 67, comme le dit l'exposition, à l'université de Milan. Elle était là-bas, elle étudiait la médecine et elle a participé à cette manifestation. Et alors je lui ai demandé qu'est-ce qui les poussait. Et elle m'a dit, c'était l'idée, la question des inégalités, en particulier à l'intérieur de l'université, comme droit d'accès aux études. Parce qu'aujourd'hui, cela semble presque acquis, mais à l'époque, dans les années 60, l'université était encore réservée aux classes aisées. Sinon, c'était une exception. Et puis, étudier ce qu'était l'université, s'interroger, se demander à quoi elle servait, quelle était la formation, l'instruction. Et donc, elle a participé à cette première occupation et elle m'a dit que son père lui a dit « Ok, tu vas occuper l'université, mais tu rentres à la maison pour dormir. » Donc là, elle n'est même pas restée la nuit, elle est restée le soir et puis elle est rentrée à la maison. Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que ça a représenté ?» Elle dit « Aujourd'hui, on a beaucoup tendance à dire 68, etc. » Après, je vais vous dire ce que je pense moi, mais elle dit « Ça nous a laissé quelque chose. Quelle que soit la société d'aujourd'hui, elle est moins inégale, si on y pense, que celle de 1968. » Alors, pour répondre à la question que tu me poses, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde? Je crois qu'aujourd'hui, en particulier, ce que je peux dire à des jeunes comme vous, c'est que chacun doit essayer de faire la différence là où il se trouve, dans sa vie, à son échelle. La vie, chaque jour, nous pose des occasions, des défis pour décider qui nous sommes. Tout est là. Qu'est-ce qu'a fait ma tante? Une femme qui a mené sa vie, elle n'est pas devenue célèbre. Elle vit dans une région perdue d'Italie. Mais après l'expérience du début des événements de 68, son fiancé, qui est devenu ensuite son mari, et elle se sont ensuite échappés parce qu'ils n'aimaient pas le pli que prenaient les événements. Je l'ai raconté dans le dernier livre que j'ai écrit. Ils ont décidé qu'ils voulaient faire la différence en allant ouvrir un hôpital en Afrique. Donc 2 jeunes qui se sont mariés en 69 et leur liste de mariage, c'était tout ce qu'il leur fallait pour ouvrir un petit dispensaire au milieu de rien en Ouganda, là où il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait rien. Donc ils ont ouvert une pièce. Il n'y avait rien autour de la pièce. Il y avait la savane et puis il y avait cette petite construction, grande comme une petite pièce, qui était une maternité, un lieu pour faire naître les enfants. Et leur liste de mariage, c'était la liste, je l'ai vue cette liste, il leur fallait 10 lits, des équipements chirurgicaux, du désinfectant, des bandages. Et donc, ils ont pensé que leur manière de contribuer à ce désir de changement, c'était d'essayer de faire la différence. Et donc, ils sont partis, ils sont allés en Ouganda, à peine diplômés, à peine spécialisés en tant que médecins. Et ils ont ouvert ce petit dispensaire. Bien entendu, ils ne savaient pas ce que ça allait devenir. Ils l'ont fait à partir de leurs rêves, de leur passion, de leur cœur. Il y a quelques années, 4 ans, je suis retournée, 45 ans après, voir les conséquences de cette liste de mariage. Le soir, avant de prendre mon vol de Milan, j'ai fait une escale en Éthiopie, ensuite je suis allée en Ouganda. J'ai dit à ma mère, « Maman, qu'est-ce qui te reste de ta liste de mariage ?» Elle m'a dit, « Oh, ça va aller vite. » Elle a ouvert un meuble de cuisine dans sa cuisine. Elle m'a dit, « Il reste 6 assiettes creuses, 6 assiettes plates, 4 tasses de café
Tout le reste, vous l'avez détruit, toi et ton frère. Qu'est-ce qui est resté de la liste de mariage de ma tante et de mon oncle qui ont choisi de faire quelque chose qui, à leur avis, pouvait faire la différence dans leur vie et la vie des autres? Il est resté un hôpital qui aujourd'hui fait 10 000 naissances à l'année. Donc l'un des plus grands hôpitaux d'Ouganda naît d'une liste de mariage. Donc lorsque j'y suis allée, je me suis émue en voyant comment le rêve de ces deux jeunes s'était développé sur les jambes de beaucoup d'autres médecins, beaucoup d'autres personnes qui ont poursuivi. J'ai envie de dire une méchanceté, je ne résiste pas. Donc ils étaient allés faire ce qu'on appelle aujourd'hui aidons-les chez eux. Alors, ceux qui le disent, allez-y, faites-le. Parce que ce n'est pas faux de dire il faut les aider chez eux, mais ensuite il faut le faire. C'est pas pour dire je t'arrête à la frontière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui faire la différence? Je vais dire des choses un peu éparpillées. Je pense que c'est se soustraire à l'obligation, à la dictature du like, du j'aime et de la popularité. Je lutte contre mon fils de 11 ans, de mes filles de 11 ans, pardon, parce que ce terme de popularité, ils me disent, tu sais que ma copine est la plus populaire de la classe, lui c'est le plus populaire de l'école. Et je leur dis, mais on s'en fiche. Ah non, tu peux pas comprendre. Je dis, non, non, moi aussi j'ai eu 11 ans. Donc cette idée que tout se résout dans le fait qu'à un moment donné, tu mets quelque chose sur Facebook, je le dis plus parce que mes filles m'ont dit non, mais Facebook c'est un truc de nos grands-parents. Donc j'ai arrêté de parler de Facebook. Mais tu mets une photo sur Instagram et tu es tout en frénésie pour voir à combien de personnes tu plais. Ce fait d'abandonner, de remettre aux autres le jugement sur ce que tu es, je vous conseille d'essayer de fuir cela, d'essayer de vous faire vous-même une idée de ce que vous faites. Regardez-vous dans le miroir, mais pas pour faire les photos Instagram, pour vous demander qu'est-ce qui m'intéresse dans la vie. Et c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la valeur des paroles. Nous vivons dans une société où on a totalement perdu la valeur des paroles. Faites un essai. Actuellement, il n'y a plus de mots non ordinaires. Irrité, en colère, ce sont des mots banals. Tout est super. S'il y a quelqu'un qui a un accident au feu, immédiatement, pour les journaux, c'est un super témoin. Qu'est-ce que c'est un témoin? On ne sait pas. Le témoin, c'est peut-être celui qui n'a pas vu. Là, on a un super témoin parce qu'il a vu. Et ainsi, tout est... Nos hommes politiques sur Twitter, le président des États-Unis. Soit on lance un missile de la communication chaque jour, soit on n'existe pas. Alors je vous demande d'essayer de faire une expérience. Essayez, quand vous allez dire une phrase, vous voulez dire une phrase percutante, essayez de vous arrêter une seconde, de faire une soustraction et d'enlever un mot qui vous semble belle, explosive, qui va faire de l'effet, pour en utiliser une appropriée mais ordinaire. Et je vous assure quelque chose, vous verrez que ça fait beaucoup plus d'effet. Les personnes s'arrêtent et disent... Alors, les exemples qui me viennent sont tous avec des gros mots, donc j'essaye de les éliminer, comme des bandes dessinées qu'il faut que j'efface, mais
Si vous pensez dire « ma mère m'a dit que ce soir, je ne peux pas sortir, je suis très en colère ». Et si on dit « mes parents ne me laissent pas sortir, tu sais que ça me cause beaucoup de douleur », alors tout le monde s'arrête. Et on dit « mais qu'est-ce que tu me dis ?» C'est un conseil entre nous parce qu'il y a peut-être plus d'enfants que de parents ici. Donc si au lieu d'hurler à votre père ou votre mère qui vous dit « non, non, tu vas pas au cinéma », vous lui dites « non, maman, tu sais que ce manque de confiance que tu as à mon égard me provoque beaucoup de déplaisir. Je vous garantis que vous allez les mettre en crise. » Parce qu'ils sont prêts au fait que vous allez monter le volume et ils sont prêts à relever le défi. Si vous baissez le volume, ils ne sont pas équipés. La société n'est pas prête à cela. Je vous le dis parce que je fais une expérience constante. Je reçois tous les jours un certain nombre de mails, de tweets, d'insultes, quoi qu'il arrive. Maintenant, les gens se lèvent et ils ont besoin de t'envoyer paître, d'envoyer paître quelqu'un. Le directeur d'un journal, allez, ils peuvent se faire plaisir. Alors, par exemple, avant-hier, je me réveille et je trouve un mail de quelqu'un qui dit « ça commence comme ça. Ayez honte. Moi, je suis quelqu'un de bien, j'ai lu vos livres et je vois que hier, sur le site de votre journal, vous parliez, au lieu de parler du pont de Gênes, vous parliez en première page du match du championnat. Je ne vous lirai plus jamais, je suis profondément déçue, vous pouvez avoir honte. » Alors moi j'ai demandé, mais on a fait la une avec un match, le match de Rome ? Non, non, peut-être que quand on a déplacé les choses sur le site, peut-être que pour une seconde il a fait la une, mais personne ne s'est dit on va faire la une sur le match. Alors, quel serait l'instinct ? C'est qu'on envoie paître cette personne, tu me déranges de bon matin, t'as qu'à regarder le site, c'est même pas vrai ce que tu dis. Alors moi j'ai pris une décision, c'est ma BA, je réponds 1 ou 2 par jour, pas plus, je réponds de façon très courtoise. Je vous remercie beaucoup, je suis très surpris que cela se soit produit parce que nous avons beaucoup couvert avec beaucoup de journalistes les événements de Gênes parce qu'ils sont dramatiques. Et pour ce qui suit, je n'arrive pas à reconstruire ce qui a pu se passer. Je le regrette beaucoup, mais je vous garantis que ce n'était absolument pas notre intention. 10 minutes se passent. Non, mais excusez-moi, vraiment, ce matin, je me suis levée du mauvais pied. Je vous apprécie beaucoup, je continuerai à lire votre journal, etc., etc. Donc, chaque fois que quelqu'un vous attaque et que vous lui répondez courtoisement, maintenant, tout le monde est tellement énervé que même s'il y a le moindre accident, deux voitures qui s'effleurent, tout le monde descend avec la mitraillette à la main. C'est la fin du monde. Et si l'un d'eux dit « Oh, je suis désolé, j'avais un rendez-vous, mon Dieu, quel désastre. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord rapidement, comme ça, nous allons sauver nos journées ?» L'autre, immédiatement, il est sorti, il avait l'air d'être Hulk, et tout d'un coup, il se dit, ça se voit, il se voit lui-même en action, il dit « Mais pourquoi ?» Alors, essayez de baisser le ton. C'est l'un des grands défis que l'on a aujourd'hui. Et vous allez me dire, d'accord, c'est une méthode. Ce n'est pas seulement une méthode, c'est aussi une substance. Parce que cela nous dit qu'on ne peut pas vivre en dehors du monde. Qu'on ne peut pas vivre en pensant que la vie est un 100 mètres. La vie, c'est un marathon. Donc il faut avoir un rythme tranquille où on a le temps de réfléchir, de penser, de poser un pied après l'autre. Il ne faut pas tout faire en courant. Il faut avoir le sens du temps. Il faut avoir le sens de conquérir les choses.
Par exemple, dans l'exposition, on parle de la société de consommation. Déjà dans les années 60 ou des années 50. Mais il y a une différence entre le consumisme des années 50 et des années 90. Dans les années 50-60, c'était un consumisme où, pour satisfaire le désir, on avait besoin de temps, d'implication et d'efforts. Le lave-linge, il fallait 48 mensualités pour l'acheter. Ma grand-mère voulait à tout prix un lave-linge et finalement, elle a décidé de vendre la voiture, la Fiat 500, pour acheter son lave-linge. Et pendant très longtemps, on a mis sur le même plan le lave-linge ou la voiture. Elle avait 7 enfants, donc elle a choisi le lave-linge parce qu'elle n'en pouvait plus de laver le linge. Et elle n'était pas quelqu'un de pauvre, hein, elle était à l'aise. Dans les années 90, les années plus proches de nous, avant la crise, c'est une idée de satisfaction immédiate du désir. Le problème, c'est que quand le désir est immédiatement satisfait, il n'a plus aucune valeur. Essayez. Je vois avec mes filles, quand elles demandent quelque chose et qu'elles l'obtiennent tout de suite, la chose perd de son intérêt immédiatement. Mais quand on leur demande de conquérir elles-mêmes la chose, par exemple en travaillant à l'école, en rendant des services, lorsqu'on met un parcours, j'ai envie de dire que le voyage est plus important que le but. C'est le parcours qui leur donne la satisfaction de se conquérir les choses. Alors, donnez-vous des objectifs. Troisième chose, parce que cela c'est authentique. Conquérir les choses, les sentir. On doit sentir les choses en soi, sinon elles ne sont pas authentiques. Le 100 mètres, on le fait sans respirer. Le marathon, on le sent parce qu'il faut la tête pour le faire. Il faut la patience, il faut de la ténacité. Dernière chose, c'est ce que je tiens le plus à vous dire. Nos grands-parents ont eu beaucoup de peine. L'Italie, construite après la Seconde Guerre mondiale, a été construite à la force du poignet. Par la suite, on a pensé que le progrès, le futur, le bien-être consistait à protéger nos enfants de l'effort. Il faut qu'ils fassent moins d'efforts que ce que nous avons fourni, nous. Je pense que c'est une immense supercherie. Parce que je crois que si quelqu'un me demande quel est le meilleur conseil que l'on puisse donner à un jeune, c'est ayez de la peine. L'effort est ce qu'il y a de meilleur. Je voudrais dire que seul l'effort nous sauvera. L'effort, c'est ce qu'il y a de mieux. Conquérir soi-même les choses, ça veut dire leur donner du goût. Par exemple, passer un examen à l'université ou au lycée, mettre son réveil le matin à 5 heures pour réviser, et réviser de 5 heures à 7 heures, c'est difficile. Mais la satisfaction que cela apporte est infinie. Elle est magnifique. Conquérir les choses à travers un effort, c'est extraordinaire. Donc je crois que les parents ne doivent pas protéger leurs enfants des efforts. Ils doivent les accompagner, leur donner les instruments, mais pas les protéger. L'effort, c'est la clé pour faire les choses. Parce que les choses vraies ne sont jamais gratis. Elles ne tombent pas du ciel. Se poser des questions. Se poser des questions, c'est difficile. Ça coûte un effort. C'est plus simple de chercher des réponses, de chercher des phrases qui nous plaisent, de mettre des j'aime sur une photo. Mais se poser des questions, parfois se tourmenter un peu aussi, se dire qui je suis, le moment où on est là, on essaie de comprendre. L'effort, je pense que c'est vraiment ce qui peut nous sauver. Et c'est aussi l'antidote contre la société d'aujourd'hui, parce que je crois, en ce moment je suis une extrême minorité,
que la réponse aux jeunes n'est pas de leur dire « Ok, vous ne trouvez pas de travail, on va vous donner de l'argent. L'État va vous donner de l'argent parce que vous ne trouvez pas de travail. » Mais la réponse est de « On doit vous donner les instruments pour vous construire la vie, pour pouvoir fournir des efforts. » Autrement, quelle vie est-ce? Quelle vie si l'on n'est pas stimulé à s'impliquer, à s'engager, à essayer, même s'il faut pour cela échouer? Parce qu'il faut sortir de cette logique, cette sorte d'éthique ou de délire du succès qui fait qu'il faut qu'on réussisse et si on se trompe, c'est la catastrophe. Non, il faut essayer et se tromper. Si un jour vous essayez d'en faire 10 choses et vous en réussissez à en faire 6 et 4 échouent, c'est une grande journée. Il y en a 6 que vous avez réussi. Mais si vous n'essayez pas d'en faire une seule simplement parce que vous avez peur de vous tromper, essayez, faites-en 10, essayez. Je vais faire un exemple qui n'est pas très intellectuel, mais que j'aime beaucoup. Michael Jordan, qui est un grand joueur de basket, mon préféré. J'ai travaillé en lavant des voitures à Milan pour m'acheter les Nike de Michael Jordan. Et je les ai gagnés à la sueur de mon front. Et donc ces Nike, je les ai encore, même si elles sont très abîmées. Parce que si ma mère me les avait achetées le jour où je les ai demandées, elles auraient une autre valeur. Mais comme je me souviens le nombre de voitures que j'ai lavées à Milan, ces chaussures, elles ont une valeur précise. Un jour, on a demandé à Michael Jordan comment il a pu devenir le meilleur joueur de basket de l'histoire. Et il a répondu « parce que je me suis beaucoup trompé ». Et alors on lui a dit « mais non, mais comment ça? Pourquoi tu t'es trompé beaucoup ?» Parce que chaque fois que je me trompais, que je m'entraînais, je me rappelais toutes les erreurs que j'avais faites. Et quand tout le monde avait fini et quittait le gymnase, moi je restais une demi-heure en plus et je travaillais sur mes erreurs pour les corriger. On finissait l'entraînement à 8 h et le gymnase fermait à 8 h. Donc je suis allée voir le gardien et je lui ai demandé si on pouvait garder les lumières allumées jusqu'à 8h30. Et il a dit, moi jusqu'à 8 h, je dois aller à la maison. Alors j'ai cherché son point faible, c'est qu'il était très gourmand. Et mon point fort, c'est que ma mère faisait très bien les gâteaux. Alors j'ai fait un pacte avec lui, 2 gâteaux par semaine et vous me laissez le gymnase allumé jusqu'à 8h30. Lui, après avoir goûté les gâteaux de ma mère, il a accepté le défi. Et il dit, j'ai plus appris dans cette demi-heure où à chaque fois je corrigeais mes erreurs que tout le reste du temps. Et comme je me trompais beaucoup, j'ai beaucoup corrigé. Et c'est comme cela que j'ai réussi. C'est ça que je dis, n'ayez pas peur de vous tromper et n'ayez pas peur de devoir fournir des efforts. Come volete. Je remercie les invités d'aujourd'hui pour la rencontre d'aujourd'hui. Je veux vous dire qu'après ce que l'on a écouté, on peut comprendre peut-être plus l'invitation que le pape François nous a fait dans le message au meeting de cette année. Cette invitation à ne pas renoncer de rêver que le monde change en mieux. Je dirais qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup d'exemples et de fortes personnalités qui nous ont accompagnés durant cette possibilité de connaissances et de parcours. Je les remercie encore beaucoup et je rappelle à tout le monde la possibilité de contribuer à la construction d'un lieu comme le meeting. Et donc, j'invite pour ceux qui veulent à donner une petite contribution dans les kiosques Dona Ora pour construire cette grande histoire. Merci beaucoup.